voulez un bœuf? Bon, on va faire un bœuf alors. On va faire des oignons avec le beau couteau que mes copains m'ont offert. Ça, c'est le plat vraiment de copains. D'abord parce que c'est des choses qu'on prépare en grosse quantité et que plus on est nombreux, plus on rigole. On peut et on doit le préparer à l'avance. Il faut que ça marine, si possible, de 3 jours pour que la viande se pénètre vraiment du goût du vin rouge et puis elle devienne plus tendre aussi. C'est ça aussi le but. Il y a un début de décomposition. Donc c'est à la limite du politiquement correct. On va mélanger la viande à bourguignon, il y a de la macreuse. Et moi j'aime bien, ça c'est une petite particularité, mettre du jarret de bœuf qui à la cuisson longue devient très, très moelleuse. Là je mets un petit peu de cognac, c'est une petite variante pour donner un petit peu de goût, ça ne peut pas faire de mal. Un petit peu de muscade. Je vais laisser un petit peu infuser l'ail. Voilà. La légende veut qu'un bœuf bourguignon se fasse avec des grands vins, mais je pense que c'est dommage de mettre des grands vins dans une marinade comme ça. On va laisser mariner ça dans 2 jours. Vous revenez vendredi? Allez. Depuis quelques années, c'est un peu la mode parce qu'on a senti que ça remanquait. Et avec beaucoup de nouveaux habitants, pour faire connaissance, on organise des repas de quartier. Quand on fait du bourguignon pour 80 personnes, bon, bah, y en a forcément une quantité quand même qui n'est pas négligeable. Deuxième étape, on va faire revenir les petits morceaux de viande. Ça commence à chanter, hein. Ça commence à sentir bon déjà. Alors là, il faut mettre à feu vif. Il ne faut pas non plus faire trop cuire parce qu'au bout d'un moment, si on le cuit trop à ce stade-là, ça durcit la viande. Les lardons. Alors maintenant, on en fait des tout faits. On va les déglacer, dégraisser avec un peu d'eau. Voilà, ça va enlever tous les éléments inintéressants. Un peu de gras, notamment. Je fais très attention à ce que la cuisine soit légère. Et là, on remet le feu là-dessus. Et c'est à ce moment-là que certains rajoutent de la farine. Voilà. Une bonne tapée d'oignon. Là, on rajoute les carottes que je coupe en petits bâtonnets. Je mets du céleri comme ça, là. Donc c'est à ce moment-là que je vais rajouter crème de lèse-majesté, de la pulpe de tomate. En mettre plus. C'est beau en plus, ça rajoute du rouge. Le rouge, c'est une belle couleur. Alors il y a l'os qui va donner du goût, l'os à moelle. Et la marinade, donc je rappelle, le vin de Bourgogne ou autre. Je mets un peu d'herbe de Provence. Alors là, on baisse au minimum le feu. Voilà, qui est juste un tout petit clapotis. On sent tout là. Et là, on recouvre jusqu'à leur hache. Voilà, à feu doux. C'est un plat, si vous voulez, qui était fait par les cuisinières dans des maisons un peu bourgeoises. Et c'était un plat aussi qui était fait dans des bistrots de quartier pour
pour des gens qui venaient prendre leur repas le midi ou dans des restaurants de village où il y avait une table d'hôtes. C'est un plat d'automne quand même, hein. C'est un plat qui annonce le gibier, qui annonce les civets, qui annonce les daubes de sanglier. C'est un peu comme le pot-au-feu, le bœuf bourguignon, si vous voulez. Ça a réussi le tour de force d'être à la fois très populaire et de redevenir assez moderne pour réunir des gens autour d'une table. C'est des plats qui cuisent longtemps, qui étaient faits souvent pour cuire sur le coin du fourneau à charbon ou à bois, ou alors que des fois on portait dans le four du boulanger pour finir de mijoter après la cuisson du pain. Notre clientèle vient pour chercher autre chose que peut-être un bourguignon. On le cuit quand même sur place pour le livrer dans le bistrot des Halles que nous avons donc vers les Halles, où là c'est une cuisine, disons, plus axée sur le terroir et sur les produits régionaux. C'est une vache de 4 ans qui a fait un veau. Cette bête, ben, ma foi, malheureusement, elle termine ici pour être mise en entrecôte, mais certainement qu'elle ne devait pas être due à continuer à faire une reproduction de petits veaux pour qu'un jour, elle finisse aussi comme celle-ci. On fait de l'entrecôte qui est le plus chez nous, de l'entrecôte, et dessus il y a des morceaux que nous ne pouvons pas servir en entrecôte. Donc ces morceaux-là font pour le personnel. Très bien, faut On achète des carrés d'entrecôte entières, on désosse nous-mêmes et on enlève les morceaux, les parties qui ne sont pas servies en entrecôte. Avec un petit peu de vin rouge en bourguignon, ce morceau-là que je ne vais pas lever, va nous servir de faire un plat pour le personnel. Voilà. C'est toute la partie entre les épaules, depuis le cou aux épaules, et que quand on descend, eh ben, on commence à revenir dans les côtes premières avant d'arriver dans le filet le faux filet de la bête. C'est une viande qui demande une cuisson lente, mais bon, c'est plus dur, plus ferme. Quand on met le doigt comme ça dans l'entrecôte, là, il rentre tout seul dedans, le doigt. Si vous voulez vous servir, hein, comment vous l'avez trouvé le bourguignon? La sauce est bonne. Le lendemain, il est encore meilleur que le jour même. Parce que la viande s'attendrit de plus en plus. Il y a en même temps cette sauce au vin rouge qui accompagne, qui donne un petit peu de meilleur dedans et couper les acidités, tout ça. Et le bourguignon, il devient encore meilleur. Bonjour, comment vas-tu? Tu vas bien? Qui vous amène de ce Montpart dans notre pays là? Je suis bien content de venir te présenter à nos amis là, qui sont venus nous voir pour Serge Leroux, voilà. Allez Coco! Allez Bibi! Allez on y va! Voilà. Ah, tiens, tiens. Ah, ouais. Oui, gentil. Ici, c'est une terre charolaise, et puis je ne pense pas un instant que je pourrais élever autre chose que du charolais, tout en sachant que je serais sans doute capable d'élever une autre race que la charolaise. Mais moi, j'ai la foi charolaise, et je suis charolais. Hein. Dans les vins, vous avez certains crus, qui sont des sols pour produire certains crus, et pour le charolais, c'est bien pareil. Disons, vous avez des sols qui permettent l'engraissement et d'autres qui ne le permettent pas. Vous avez des sols qui permettent le développement squelettique, et d'autres qui apportent la masse musculaire par la qualité de l'herbage, quoi.
C'est une race à viande, donc une race qui est censée être plus musclée, qui n'est pas censée, qui est plus musclée. La meilleure viande, c'est une vache de 5 ans. Une vache qui a au moins vélé une fois sur 2 fois. Pourquoi? Parce que la bête, elle est mature, elle s'est développée. Elle est vache, vraiment. Vous voyez la forme arrière du taureau, vous voyez la masse musculaire, l'arrondi, la culotte. Vous voyez? Et quand vous avez des traits sur les cuisses comme ça, c'est des formes de viande, c'est des bêtes à viande, ça. C'est le muscle qui... Vous avez compris ce que je veux vous dire? Qu'est-ce qu'il faisait, le boucher, dans le temps? Il allait dans une ferme, puis il achetait ses bêtes, le boucher. Mais il y en a encore qui le font aujourd'hui. Puis souvent, dans le coup de commerce, le gars, à la fin, il y avait... pour finir le coup de commerce, il lui donnait un morceau de viande, quoi, qui n'était pas forcément dans les morceaux peut-être les moins nobles. Hein, il lui donnait un morceau de viande, ça faisait partie de la tradition, quoi. Souvent, on réclamait une étrenne. C'est-à-dire qu'en plus du prix, le boucher donnait soit un pot au feu, soit un bourguignon. Et puis en plus, des fois, il y avait le gamin qui était encore à la maison. Quand le gamin était là, il disait « Ah, mais il faut mettre quelque chose, il y aura une étrenne pour le gamin. » Alors donc, il mettait un billet de 5 000, c'était pour le gamin. Mais c'était tout ça, le vrai commerce, c'était ça, c'était ça. Il y a quand même quelque chose de pictural chez la vache, dans les formes. Toutes les fonctions sont définies. Il y a la fonction d'agressivité avec les cornes, les grandes oreilles pour bien entendre, un gros museau pour bien se régaler. Il y a quelque chose de caricatural chez la vache. J'étais parti peindre des vaches, mais j'ai oublié mon matériel. C'est-à-dire que je n'avais pas de peinture, j'avais qu'un morceau de papier. Donc j'ai improvisé sur place avec ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire une vache qui venait de s'oublier. C'est la rencontre de deux oublis, on peut dire. Hein. Moi j'oublie ma peinture, la vache fait une bouse. Bon, alors j'ai trempé le pinceau là-dedans, à tout hasard, pour voir, et ça marchait très bien. C'est une jolie couleur, couleur ambrée, enfin vieil or. Et puis, je suis rentré dans ma galerie, j'ai posé le tableau par terre. Il est rentré une dame, très chic, très bien. Elle dit, c'est combien cette aquarelle? Donc, elle a pris ça pour une aquarelle. Ça fait longtemps que je suis végétarien, au moins 30 ans. Hein. Un peintre, il peut pas manger ses modèles quand même. Mais vous imaginez, imaginez Léonard de Vinci en train de bouffer la Joconde. Hein. On veut tout éteindre aujourd'hui, on veut tout supprimer. Il ne faut pas supprimer les marchés. Parce que le marché, c'est le point de rencontre entre les éleveurs. Et c'est le cordon ombilical que vous coupez là. Si vous supprimez tout ça, il n'y a plus de rapport, plus rien. Plus personne ne sait ce qu'il fait, plus personne ne sait la valeur de ses bêtes. La foire de Saint-Christophe, oui, est toujours importante au niveau du Brionnais, en fait, mais c'est vrai qu'elle a perdu une importance énorme par rapport à son apogée, donc, qui était dans les années 1970-1980, avec des marchés où étaient amenés fréquemment 3000 têtes de bétail par semaine, en fait. 3000, 4000 à la pleine époque des broutards, donc c'est-à-dire en septembre, octobre, novembre. On prétend que la vache charolaise, elle descendrait de l'Auroch.
c'est-à-dire nos animaux un petit peu déjà dans la préhistoire, quoi. Ça daterait de 871. Bon, c'est vrai, quand on dit 871, on dit qu'ils se sont trompés. 1800, non, 871. À partir de la fin du 19e siècle, donc commence un élevage spéculatif. Donc les bovins sont élevés pour eux, en fait, pour la production de viande et plus uniquement pour le travail. L'industrialisation entraîne une concentration en fait, des populations dans les villes, donc il leur faut de la viande bovine. Donc les demandes s'accroissent et parallèlement donc l'essor des transports et du chemin de fer en particulier permet d'acheminer les bestiaux sur les centres urbains en fait. Allez, allez, c'est du poivre. Voici le fameux bœuf bourguignon avec la ligne 20 de Monsieur Dominique Gallois. C'est vrai qu'elle avait une soirée organisée. Il y a un élément supplémentaire à ce qu'il n'y a pas d'habitude. L'origine du bœuf bourguignon, comme pour le kir, a été de trouver une utilisation à des vins qui étaient soit trop durs à boire comme ça, ou qu'on avait en trop, quoi. Il y avait des trop pleins dans les cuves, donc on a cherché des recettes. Hein. Comme tu dis, on ne boit bien du vin qu'en le ruminant, hein, et on ne mange bien de l'herbe qu'en buvant. Ouais. Donc la Bourgogne ruminante et la Bourgogne vinifiante, c'est le mariage des deux moments. Voilà, là, toi, tu prends ton verre de vin, je vais le ruminer. La qualité d'un vin, c'est la persistance en bouche. La première bouche, puis après la longueur. D'ailleurs, ce qui n'est pas incompatible avec ce que je dis, parce qu'un vanillard... Il le fait bien. Hein. Il était mort, ce vin, il n'y avait rien dedans. C'est la synthèse avec le charolais, finalement. Voilà, j'ai la synthèse, j'ai la vache en train de remettre dans son bec la profondeur des herbages. Il y a une cinquantaine d'années, tous les vignerons avaient une petite parcelle pour leur consommation personnelle. Où les gros domaines avaient une vigne pas très bien placée, en gamay, et le vin récolté servait pour les employés, les ouvriers ou pendant les vendanges. Pendant la guerre et après la guerre, comme il y avait beaucoup d'hommes dans les fermes, le vin était appréciable. Chaque agriculteur faisait de la vigne et tous les villages avaient quelques parcelles de vigne, au moins pour la consommation du village. Le vigneron, le viticulteur faisait sa récolte et un mois après, il y a d'autres personnes qui pouvaient passer dans la vigne et récolter les quelques grappes qui restaient ou qui n'étaient pas mûres au moment des vendanges. Et avec ça, ils faisaient leur vin de grappillage, qui était un vin de table, mais honnête. C'est du vin, comme disait Jean Ferrat, hein, il n'était pas très bon, mais il faisait des centenaires. Le vin, en se reposant, fait un dépôt qui reste trouble et puis un petit peu plus épais. Et c'est très pratique pour faire les sauces. Aujourd'hui au restaurant, je ne suis pas certain que les gens viennent en tout cas chez nous pour manger une estouffade de bœuf bourguignonne ou une matelote d'anguille. Par contre, si on arrive à leur proposer quelque chose qui soit le reflet de cette identité régionale, je pense que les gens adhèrent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous, on travaille, les gens viennent vers nous, donc je veux dire, et c'est quand même ce style de cuisine qu'on propose. Je veux dire,
c'est pas uniquement des plats classiques revisités, mais c'est aussi des choses décalées. L'estouffade qu'on va présenter aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une estouffade de bœuf, on l'a quelque peu revisitée. On va lui ajouter de l'anguille. C'est toujours intéressant, encore une fois, de pouvoir proposer des produits de chez nous, quoi. Moi, j'aime beaucoup les mélanges terre-mer comme ça. Bon, là, c'est eau douce, hein, mais j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est... Et puis en plus, on n'a rien inventé, parce que le poulet aux écrevisses, c'est quand même... Mon but aujourd'hui, à travers ma cuisine, c'est déjà de raconter mon histoire, hein, puisque c'est ma sensibilité en cuisine que les gens viennent voir, et puis raconter d'autres histoires aussi, puisqu'on s'inspire de choses très différentes, et puis surtout, on essaye, à travers nos producteurs, de raconter aussi la leur d'histoire. C'est ce que les gens attendent aujourd'hui du restaurant, il me semble. Donc c'est la partie arrière de l'anguille, on va s'en servir pour faire la farce. Donc on va les cuire à la vapeur. Hop. Puisque dans une estouffade, la garniture c'est toujours un petit peu de quelques légumes, des champignons et puis des lardons un petit peu fumés. Donc là on va mettre un petit peu d'anguille fumée. On va rajouter quelques trompettes aussi qui ont été ramassées par chez nous. On a fait un petit peu de pain trempé. On a rajouté quelques légumes, donc là on a une petite brunoise de légumes. Ouais, voilà. C'est le même principe que l'estouffade de bœuf bourguignonne. C'est le même principe, sauf que moi j'ai rajouté un pied pour le côté gélatineux. Et surtout, j'ai pas mis de farine. Comme ça fait pas une sauce liée, ça fait pas une sauce épaisse. Donc on a quelque chose en bouche il y a du goût, quoi. On a l'ajout de bœuf, on a le jus au vin rouge qui est corsé. On a juste à le mixer, on a les trompettes. Donc un petit coup de mix et puis après on va faire le dressage. Bourguignon. Le bœuf bourguignon, c'est l'affaire de l'autocuiseur. Et quelle économie! À toute vapeur avec l'autocuiseur. Ouais, dans les premiers livres, puisque la cocotte date de 53, les premiers livres parlaient déjà évidemment du fameux bœuf bourguignon qu'on pouvait réaliser dans la cocotte en 40 minutes au lieu d'une cuisson traditionnelle. Dans les publicités qu'on a retrouvées de l'époque, la femme évidemment se libérait avec les années 60, la femme commençait à travailler et c'est vrai que ça faisait partie, comme certains robots, de la femme moderne qui a un autocuiseur et qui va pouvoir être libérée entre guillemets de certaines tâches ménagères telles que la cuisine pendant des heures devant son faitout. La cocotte faisait partie justement de cette femme qui se voulait moderne et qui voulait se libérer de tâches ménagères ingrates entre guillemets. Pour des sauces mijotées, réduites, évidemment on n'obtiendra pas la qualité qu'on aurait dans un faitout ou une casserole traditionnelle en cuivre, mais ça permet quand même d'avoir de très bons bourguignons et des sauces liées faites en 35 à 45 minutes. On sait que les gens qui aiment cuisiner aiment bien rajouter leur petit grain de sel entre guillemets dans les recettes. Le cassis, qui est un produit dijonnais, donc, qui va nous permettre d'avoir une couleur un petit peu plus foncée et un goût légèrement sucré dans le sens où les sucres de viande vont être équilibrés avec le goût de cassis.
On essaie de laisser la porte ouverte à l'imagination et effectivement nos livres de recettes essayent parfois d'aller un petit peu plus loin, le sucré salé, de faire évoluer, de faire moderniser un petit peu nos recettes. Demi-verre de cassis. Voilà.